Previously. Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Goldorak. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Dans le précédent Previously, je vous disais cela à propos des envahisseurs. Pourtant, il n'y a bien qu'en France que la série est devenue mythique à ce point, car dans la plupart des pays du monde, elle est au mieux une série classique, au milieu d'autres, au pire, totalement oubliée, sans aucun impact. L'exception culturelle française ? Vous ne croyez pas si bien dire. Quand la série Les Envahisseurs commence à être diffusée en France, en septembre 1969, c'est la première, oui, vous m'écoutez bien, la première série de science-fiction qui est diffusée en prime time sur le RTF. La première, ni plus ni moins. Eh bien, si je voulais me prendre un peu de bon temps et ne pas trop travailler mon sujet, il suffirait que je fasse un copier-coller de ce texte et que je vous le resserve. Ça s'appliquerait parfaitement au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Allez, on essaye ? Chiche. Pourtant, il n'y a bien qu'en France que la série soit devenue mythique à ce point, car dans la plupart des pays du monde, elle est au mieux une série classique, au milieu d'autres, et au pire, totalement oubliée, sans aucun impact. L'exception culturelle française ? Vous ne croyez pas si bien dire. Quand la série animée Goldorak commence à être diffusée en France en juillet 1978, c'est la première série d'animation japonaise qui est diffusée à la télévision française. La première. Voilà, ni plus ni moins. Vous voyez ? Fonctionne bien, hein ? J'avais carrément rien à écrire. Bon, il y a quand même un petit bémol, parce que c'est pas tout à fait la première série. Alors, oui, elle a éclipsé toutes les précédentes. Elle a eu des répercussions immenses en France, oui, pour une immense majorité des spectateurs. C'est la première, c'est celle qui a littéralement mis en place la japanimation, l'animé en France. Mais si on veut être extrêmement rigoureux, et vous savez que je n'aurais pas laissé passer ça, ce n'est pas réellement la première, ni même la deuxième. La première, en France, c'est Le Roi Léo ou Jungle Tatei, une série animée de 1965 d'après le manga mythique de Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy. Extrêmement populaire, les aventures de ce petit lion albinos qui devient le roi de la jungle suite à la mort de son père va même entraîner une suite où Léo est devenu adulte. Et c'est dès 1972 que la télévision française diffuse les épisodes du Roi Léo. C'est donc virtuellement cette série-là qui est la première série animée japonaise à être programmée à la télévision française. Et nous avons aussi pu admirer une autre création du même mangaka, Osamu Tezuka, celle qui s'éloigne des thèmes environnementaux pour aborder un sujet particulièrement tabou, le genre. Ribbon no Kishi, excusez, j'ai pas l'accent, en 1967, raconte les histoires de Cap et d'épée du prince Saphir, un chevalier qui est en fait une petite fille et qui dissimule son identité pour être prise au sérieux dans un environnement extrêmement patriarcal où les femmes n'ont aucun pouvoir. Saphir est amoureuse de Franz, le jeune prince, mais comme Saphir est censé être un homme aux yeux de tous, elle ne peut lui déclarer sa passion. Prince Saphir renverse chaque semaine les codes, démontre que la femme peut parfaitement être l'égale de l'homme, et cela dans une série animée pour les enfants, et quelques 12 années avant Lady Oscar. Ce sont dès les premières semaines de l'émission La Une est à vous de Guy Lux, présentée par Bernard Gollet en 1974, que le Prince Saphir nous est proposé et remporte un vif succès en France. C'était pour beaucoup de spectateurs le premier contact avec l'animation télé japonaise. Parce que, avant celle-ci, et même avant Le Roi Léo, nous étions tous habitués aux séries animées de Hanna-Barbera pour la télévision. De Scooby-Doo aux fantômes de l'espace, avec des plans extrêmement statiques, avec uniquement les bouches qui étaient animées, dans des dialogues sans fin, des fonds qui recréent les mouvements encore et encore, et c'est très compréhensible pour des séries hebdomadaires prévues pour la télévision. Actarus, Goldorak, go!
Là, dans les séries animées japonaises, les techniques de prise de vue sont utilisées pour donner du dynamisme aux scènes. Il y a des travelling, des zooms, des panoramiques, des mouvements rapides et aussi énormément d'effets sonores et beaucoup de musique. Tout cela est bien sûr très utile pour compenser le fait que il est impossible de réaliser un épisode de 25 minutes chaque semaine avec la même fluidité qu'un long métrage de Disney qui nécessite, lui, plus d'1 an de travail. Par contre, l'échec tout relatif dans son pays d'origine, ça, c'est vrai. Et c'est même le créateur de Goldorak qui l'admet. Bizarrement, c'est la série qui a le moins marché au Japon. Et qui a le plus marché en France. Oui, en effet. Le monsieur, qui est si concis dans ses réponses et pèse chaque mot qu'il prononce, c'est Go Nagai. C'est lui, le créateur de Goldorak. Jérôme Vicky lui a consacré tout un ouvrage. Go Nagai, mangaka de légende, aux éditions Fantasque. Go Nagai est un mangaka né en 1945. Il a été nourri dans son enfance par les créations de Osamu Tezuka, justement le mangaka dont je viens de vous parler à propos du Roi Léo et du Prince Saphir. Il va même tenter de devenir son assistant auprès de son studio. Il a créé des séries comme Devilman, Cutie Honey, plus de 360 titres en tout genre, comique ou horreur. Ces créations sont adaptées à la fois en manga, à la fois en animé, c'est-à-dire, si vous ne connaissez pas complètement le vocabulaire du genre, en bande dessinée d'un côté et en série télé de l'autre. En 1972, Go Nagai crée Iron Z, qui change de nom pour devenir Energer Z, et enfin Mazinger Z. Majinga Zeto en japonais, de Ma qui veut dire démon et Jin qui veut dire dieu, car aux commandes de Mazinger Z, tu peux être un dieu ou un démon, précise Nagai. Mais il lance là, sans s'en douter, une véritable révolution. Il s'agit du premier robot géant, mais qui n'est pas une simple machine, parce qu'il est piloté de l'intérieur par un jeune héros, un personnage qui permet de donner une dimension humaine et donc attachante à l'œuvre. Et ça, c'est très différent de précédentes séries avec des robots géants dont la science-fiction japonaise est très friande. Le pilote de Majinga Zeto se nomme Koji Kabuto. Koji Kabuto. Retenez bien ce nom. Fabriqué en super alliage Z, à base de japanium, un minerai qui génère de l'énergie photoatomique, Mazinger Z lutte contre le Dr Hell et ses méca-monstres, depuis la base scientifique du professeur Yumi. En effet, la première œuvre animée est Mazinger Z. J'aurais souhaité qu'en France, celle-ci soit diffusée en premier. Mais que Goldorak ait été diffusé en premier, ça ne me dérange pas. En fait, je crois qu'il y a eu plus de publicité pour Goldorak que pour Mazinger Z. Je pense donc qu'il a plus marqué le public français. Au fil des épisodes, Koji sera rejoint dans sa lutte par Sayaka à bord de Aphrodite Ace et de Boss aux commandes du robot Boss Borot. Comme tous les créateurs du monde entier, Go Nagai est influencé par tout ce qu'il a marqué les années précédentes. Godzilla, bien sûr, l'archétype de la créature géante japonaise. Et les Thunderbirds de Jerry Sylvia Anderson. Et oui, parce que cela peut vous sembler incongru, mais la série en marionnette, produite en Angleterre avec les fils Tracy aux commandes de leur machine de sauvetage, et l'agent secret Lady Penelope dans sa Rolls-Royce rose, a connu un véritable triomphe au Japon. Pas étonnant donc que Mazinger Z surgisse du fond d'une piscine, tout comme le fait le Thunderbird 1 dans la série, ni que, par la suite, Duke Fleed utilise un toboggan pour rejoindre au plus vite sa machine, car c'est aussi comme ça que les Tracy rejoignaient leur vaisseau pour le décollage. Et Go Nagai va concrétiser encore plus cet amour des Thunderbirds avec une série qu'il créa des années plus tard, en 1981, X-Bomber, Bomber X, une saga spatiale avec un robot géant, mais tournée en Super Mario Rama, donc en marionnette.
dans le même genre que Thunderbirds, avec des techniques similaires à Captain Scarlet. 2 années plus tard, en 1974, Go Nagai va non seulement créer une autre série de robots, Getter Robot, où 3 appareils volants s'assemblent pour créer un robot géant, mais à son 92e épisode, Mazinger Z cède la place à un autre robot, Gret Mazinger, qui apparaît tout d'abord dans un film, Mazinger Z contre le Grand Général des Ténèbres, produit pour le festival annuel d'animation, le manga Matsuri, où il surgit pour sauver de la destruction Koji. Tetsuya, le fils adoptif du père de Koji, est aux commandes d'un nouveau grand robot qui affronte ensuite, dans sa propre série, une autre menace, les Mycéniens et leur empire souterrain. Koji, lui, écoutez bien, part poursuivre ses études aux États-Unis. Cette saga de robots géants va devenir une trilogie, parce que Go Nagai pense à lancer une 3e série Mazinger, God Mazinger, construite sur les restes du Mazinger Z original. Sauf que la maison de production, Toei, a une autre idée en tête. En 1975 est produit un film destiné lui aussi au fameux festival, le manga Matsuri, Ushu Eban Daisenso, la grande guerre des soucoupes volantes. Dans ce film, la menace ne vient plus de savants fous comme le Dr L, mais d'un belliqueux empire galactique venu de l'espace, à la recherche d'une machine qui leur a été subtilisée, on va dire. Cela permet clairement de mettre en scène une invasion de soucoupes volantes et donc de suivre la mode du moment pour les objets volants non identifiés. Les ovnis chez nous, les UFO dans les pays anglo-saxons. D'ailleurs, il y a une série américaine qui va traiter de cela, Projet UFO, et à la même époque, une série anglaise va avoir pour thème une invasion extraterrestre et s'appelait tout simplement UFO. L'autre aspect très différent des Mazinger est que le film est une sorte de Roméo et Juliette façon manga. Le voleur de la machine, créé par les siens d'ailleurs, est un certain Duke Fleed. Il est secrètement arrivé sur Terre et se dissimule dans un ranch, le ranch Makino, où il aide les vaches à mettre bas tout en portant un foulard autour du cou, et il se fait appeler Daisuke Umon. Mais il va devoir abandonner son identité car la flotte du roi Yarban, celui qui a dévasté son monde, arrive sur Terre avec à sa tête la belle et douce princesse Terona, l'amour de jeunesse de Duke Fleed. Menacé, Duke Fleed fera sortir de la caverne où il a dissimulé le géant Robozair et sa soucoupe porteuse Gataiger. À ce moment, Go Nagai est sollicité sur le film pour donner naissance à Gataiger et à Robozair. Il va entièrement les créer et il créera aussi l'assemblage du robot dans sa soucoupe dont il peut ensuite se détacher. Le tout avec une musique que vous reconnaissez certainement, parce qu'elle est due à Shunsuke Kikuchi. Vous avez compris, vous venez d'assister à l'origine de Goldorak. Convaincu par ce film, une 3e série de robots géants va donc être lancée, tout en abandonnant le conflit amoureux entre Duke Fleed et la belle Terona, et en redésignant de fond en comble Gataiger, parce qu'il était quand même un peu moche, il faut bien le dire, et en faire un robot plus dans le style de ses prédécesseurs Mazinger Z et Gret Mazinger. Massif, noir, avec des touches de rouge. Certains des personnages du ranch, dans le film, sont redesignés aussi. La nouvelle série de Go Nagai est donc prête pour un lancement à l'antenne à la rentrée 75, quelques mois à peine après la sortie du film qu'il a initié. Et cette série s'appelle UFO Robot Grendizer. Ouais, parce que ça s'appelle pas Goldorak, mais ça s'appelle Grendizer. En France, on a amalgamé le nom de Goldfinger, l'ennemi de James Bond, et de Mandrake, le magicien, le personnage de Lee Falk, pour en faire Goldorak. Même s'il n'y a aucun rapport ni avec un magicien, ni avec un dangereux ennemi d'un agent secret. L'élément qui va faire le lien entre cette nouvelle série UFO Robot Grendizer et les précédents Mazinger, eh ben il est humain. C'est Koji Kabuto. Mais oui, vous vous souvenez, l'ancien pilote de Mazinger Z, je vous avais dit de retenir son nom. Eh ben lui, il rentre de plusieurs mois d'études qu'il a passé à la NASA, il rentre au Japon. Il aura d'ailleurs un très court flash avec ses souvenirs en tant que combattant de Mazinger Z au début du tout premier épisode de Goldorak. Une séquence totalement incompréhensible pour le spectateur français. Par la suite, on ne parlera d'ailleurs plus jamais du passé de Koji à bord du robot précurseur. Il va devenir l'ami, le partenaire de combat, tel le Robin de Batman, pour Daisuke Umon, le déjà nommé Duke Fleed. Le lien entre les 3 séries, c'est un personnage que l'on retrouve dans les 3 séries.
Ce personnage, c'est qui? C'est votre héros? C'est vous-même? Comment l'avez-vous conçu? Quelle importance? En effet, c'est Kabuto Koji. Je l'ai dessiné en mettant un peu de moi-même. Je m'en doutais. Un peu de moi dans ma jeunesse. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Kazuo Komatsubara et Shingo Araki sont des animateurs de la série. Tomoharu Katsumata, qui a réalisé par la suite des séries comme Captain Flamme ou Ken le Survivant, sera le réalisateur de la série tout entière. Et c'est Michel Gatineau en France qui est chargé du doublage. Il va non seulement faire la voix du professeur Procyon, mais il va écrire tous les termes français qui correspondent aux mots anglais qui désignent les armes de Grendizer. Car oui, la version originale japonaise sont des termes anglais. Fulgure au point. Corno fulgure. Astéro H. Par exemple, Astéro H, c'est en fait le double python. Le Screw Crusher Punch, dans la version originale, ça devient le fulgure au point. Le Spin Saucer, ça devient le planitron. Et le cornofulgure dans la version française, dans la version japonaise, c'est le Space Thunder. Le tout lancé par Duke Fleet, comme le faisaient avant les pilotes des Mazinger, alors qu'ils lançaient leurs armes et rayons contre leurs ennemis. Goldorak est donc le robot géant de Duke Fleet, qui peut donc lancer la Shoot In. Dans la version originale, c'est ça, Shoot In. Ça veut dire la séparation, hein. Puis le Dizer Go pour Goldorak Go. Goldorak, go. Transfert. Otola. Dans la version française, Daisuke Umon, Duke Fleet devient donc Actarus, le prince de Fort, et Koji prend le nom français de Alcor aux commandes de son Novéter. En fait, dans le VO, c'est le double Spitzer. Sur la face sombre de la Lune, les forces de Vega et du Grand Stratégaire sont dirigées par Hydargos, sous les ordres du commandant Minos, un personnage dont le visage peut s'ouvrir en deux, révélant son alter ego féminin, Minas, doté d'une personnalité très distincte. Ils vont lancer sur Terre des Golgoth destructeurs dans le but de terrasser Grendizer, leur seul véritable obstacle à la conquête de la planète bleue. Des Golgoth ou des Antiracs. Alors, quelle est la différence ? Je me fie pour ça à la description qu'en donne Jérôme Vicky dans son ouvrage sur Gonagai et ses œuvres. Un Golgoth, c'est à la base un cyborg sur lequel on a greffé les cerveaux conditionnés des habitants de planètes asservis par Vega. Alors que les Antiracs sont des robots pilotés de l'intérieur par des officiers de l'armée de Vega. Voilà, c'est toute la différence. Alors que la série séduit un public féminin grâce à son romantisme et à son héros tragique, des éléments qui étaient absents des précédents Mazinger, la version manga, elle, démarre dans Terebi Magazine, simultanément à la diffusion télé. Après avoir repoussé encore et encore les attaques lancées par Vega, la série va intégrer bien mieux le personnage d'Alcor, qui devient virtuellement le copilote de Goldorak via son nouvel Ovéter. Un nouvel Ovéter qui peut s'arrimer maintenant au grand robot. Venusia, la paysanne du ranch terrien, va découvrir l'identité du prince de Fort au 23e épisode de la série. Elle va le seconder dans les combats. En avril 1976, donc 6 mois après le lancement de la série, le personnage d'Hydargos est tué et Minos parvient à s'échapper de l'explosion finale, non sans connaître encore quelques modifications dans son apparence suite aux blessures qu'il a reçues. Tous les personnages de la série vont petit à petit être mis au courant de la véritable identité d'Actarus et partageront donc son combat contre les forces de Vega. Aux 2/3 de la série, au 39e épisode, Actarus est non seulement épaulé par Alcor et son Alcorak, qui se colle au robot et permet à Alcor d'être autant le héros qu'Actarus, mais aussi par Venusia, aux commandes du Marine Spacer, le Vénusiaque en français, qui est prévu pour des interventions sous-marines. Le centre spatial du docteur Procyon va aussi s'adapter et pourra ainsi se transformer en rampe de lancement pour tous ces nouveaux vaisseaux. À la rentrée 1976, la série accueille une nouvelle venue, Phénicia, la jeune sœur d'Actarus. En japonais, Maria Grace Fleet. Elle est elle aussi rescapée de la planète Fort. Et elle va piloter le Drill Spacer, une sorte de foreuse qui s'appelle en français le Fossoirac.
parité parfaite, la patrouille des aigles va renouveler l'intérêt et faire progresser l'intrigue. Pour les troupes de Vega, l'enjeu est maintenant devenu crucial. On n'est plus dans la conquête pure et simple, mais dans la survie. Parce qu'en effet, au 52e épisode, la planète Stikades est irradiée et devient inhabitable. Pour le grand stratégaire, l'objectif est maintenant d'émigrer sur Terre, et donc de détruire Goldorak, et donc de devenir des migrants. Goldorak va se rapprocher du film qui l'a initié, la guerre des soucoupes volantes, en créant le personnage de Vegalia, l'amour de jeunesse d'Actarus, et fille de son grand ennemi. Comme dans le film, elle va se sacrifier pour sauver son bien-aimé, et elle lance ainsi l'assaut final de Vega contre la Terre. Actarus et ses amis remportent la victoire, et font donc disparaître le grand stratégaire. Actarus et sa sœur, enfin libres, enfin tranquilles, s'en vont de la Terre pour tout reconstruire sur leur planète Euphor. Je souhaitais créer quelque chose qui ressemblait plus à l'être humain. Lorsque l'on regarde l'histoire, on constate chez l'humain des sentiments violents qui s'entrechoquent, qui causent même des guerres. Montrer la vraie nature de l'être humain. Ce thème est donc présent dans Goldorak. La série prend donc fin le 27 février 1977 au Japon avec son 74e épisode. Elle a été diffusée sans interruption, de façon hebdomadaire, le dimanche à 19h sur Fuji TV. Jusqu'à cette date, donc tous les épisodes sont produits au fur et à mesure, sans pause ni saison. Depuis, au Japon, les robots géants font fureur à la télévision, dans des séries, en vidéo, dans des OAV. Quelques décennies plus tard, on renouvellera encore le genre inventé par Go Nagai avec Evangelion et ses robots pilotés en symbiose par des teenagers. Et Goldorak, lui, apparaît dans des films en 1976 où Grendizer rejoint les autres Mazinger pour lutter contre un monstre commun, ainsi que dans des mangas toujours mis en place par Go Nagai. Vous avez donc compris pourquoi Grendizer n'a pas surpris dans son pays d'origine. Les Mazinger étaient déjà passés par là, et bon nombre de nouvelles séries animées surfaient déjà sur ce succès et cette nouvelle tendance des robots avec des hôtes humains. Mais en France, la série provoque un choc immense. Le dynamisme de l'animation, le côté feuilletonnant des intrigues que je vous ai racontées, la puissance des combats. De juillet à décembre 1978, les 52 premiers épisodes font l'effet d'une véritable bombe et mettent à jour l'ampleur de l'art de l'animation japonaise et des mangas. Rapidement, la série recueille 100% de parts de marché. Ça signifie qu'au moment où elle a été diffusée, tous les gens qui ont leur télé d'allumée regardaient Goldorak. La suite et la fin de la série sera diffusée à la rentrée de l'année 1979. Comme toujours avec une nouvelle tendance qu'on ne parvient pas véritablement à cerner, la série devient le punching ball de toutes les incompréhensions, des craintes, des fantasmes de certains adultes. Dans d'innombrables articles, on donne à la série des angles scénaristiques qu'elle n'a pas. On la rapproche du fascisme et des armées d'Hitler, exactement, comme certains analystes l'ont fait avec la scène finale de la Guerre des Étoiles, qui était, d'après eux, le reflet des films de propagande faits pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, peu de gens s'élèvent pour affirmer que tout cela n'est que rebondissement romanesque, les mêmes qui nous ont passionnés dans les westerns, les séries d'aventure ou les films de KPDP. Bien évidemment, la série génère un important marché de jouets, de produits dérivés, et comme il était d'usage à l'époque, pour bon nombre de séries américaines, de Dallas à l'agence Touriste, en passant par Starsky Hutch, on change le générique original de la série japonaise pour y caser des chansons. Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. La deuxième, chantée par Noam, se vendra à 4 millions d'exemplaires. Vous avez compris donc pourquoi on fait ça. Enrique, Bernard Minet, Lionel Leroy ont eux aussi chanté sur le générique de UFO Robot Grendizer et ont lancé la carrière de Haïm Saban dans le monde. Et l'aventure continue, toujours gagnant vaincu. Ton ennemi éternel est battu. Suite à une dissension entre Go Nagai, sa société de production, et la firme Toei, les droits de UFO Robot Grendizer ont été, comment vous dire, un peu compliqués
compliqué pendant quelques années, à tel point qu'une édition DVD totalement illégale a été éditée en France, puis interdite. Les éditeurs ont été d'ailleurs lourdement condamnés. Les choses sont maintenant parfaitement réglées, la série est disponible, tout ce qu'il y a de plus normalement, en DVD, en Blu-ray. Elle est souvent rediffusée sur les chaînes spécialisées. Mais les choses sont maintenant définitivement lancées. De la même façon que Star Wars, le premier Guerre des Étoiles, a imposé en 1977 la science-fiction et les blockbusters à travers le monde et a lancé une avalanche de films sur le même modèle, Goldorak, arrivé un an plus tard en France, fut le détonateur de tout un genre pour toute une génération et même les suivantes. Même si on ne diffusa pas dans la foulée les 2 séries Mazinger, ça aurait pourtant été logique, on vit une arrivée massive de séries japonaises de science-fiction, de fantastique, de merveilleux, de sport, d'action. Tous les genres étaient représentés. Des années plus tard, Robotech et les Chevaliers du Zodiaque perpétuent cet engouement des Français pour l'animé et les mangas qui sont en vente dans toutes les librairies. Et tout cela, c'est grâce à Goldorak. L'animation japonaise a pris une nouvelle tournure d'ordre mondial. Que Goldorak soit une des raisons de cet engouement pour la japanimation, j'en suis très heureux. J'avais un peu le pressentiment que l'animé japonaise allait se développer au point où elle en est arrivée maintenant. Si c'est grâce à mes œuvres qu'un nouveau genre est né, et que de nouvelles œuvres ont pu être dessinées, j'en suis vraiment très content. L'année dernière, à une convention à Naples, lorsque j'ai rencontré Moebius, ce dernier m'a dit « Grâce à l'auteur de Goldorak, il est devenu plus facile de dessiner de la SF. » Ça m'a vraiment fait plaisir. Si vous avez besoin de vous replonger dans Candy, dans Albator ou dans la bataille des planètes, enfin, c'est vous qui voyez, je ne peux que vous recommander le travail de fourmi auquel s'est livré Sébastien Carletti, en recensant dans son livre Nos années récré à deux, toutes les séries pour jeunes qui ont été diffusées en France dès 1978 jusqu'en 1988. C'est chez Flammarion et tout comme le livre de Jérôme Vicky sur Gonagai, je vous les recommande chaudement. La semaine prochaine, nous prendrons ensemble un train. Le train qui nous mènera à la création d'une série basée sur un personnage que vous connaissez. Je sais, c'est un petit peu obscur. Bref, la semaine prochaine, je vous parlerai de Sherlock. Ce podcast est à réécouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.